Nous allons donc passer 30 à 40 minutes ensemble, tous les trois. Je salue Caroline Fourest, qui est à distance, mais dont on va entendre la voix, je suis sûre. Caroline Fourest, est-ce que vous êtes bien avec nous ? Caroline Fourest, est-ce que vous m'entendez ? J'entends un léger bruit. Alors, en tout cas, Thomas Snegarov, il est bien là. Ça, je le sais parce que je le vois. Bonjour Thomas. Ah, voilà, ça y est. Bonjour Caroline. Bonjour. Bonjour, vous m'entendez ? Vous nous entendez ? Je vous entends. Bon, merci de nous avoir rejoints à distance devant une bibliothèque. La bibliothèque étant un objet qui nous est commun et qui va nous servir pour parler aujourd'hui. Je précise tout de suite, parce que je suis sûre qu'il y aura des questions ou des interventions sur un sujet comme celui-ci, je ne l'envisage pas autrement, que vous pouvez dès maintenant poster des remarques, des questions, solliciter Caroline Fourest ou Thomas Snegarov par le site de Médias en scène. Et donc, alors, on va se présenter les uns les autres et puis on va présenter ce dont on parle avant de se demander ce qui est importé en France et ce qu'il convient d'en penser. C'est un débat comme je les aime, c'est-à-dire que si on fait bien notre travail, les idées fausses n'auront plus cours et les idées complexes auront démontré que, contrairement à la phrase de Paul Valéry, elles sont utiles. Alors, Caroline Fourest, vous avez été présentée par Antoine il y a un instant, et vous publiez un livre qui est directement relié au sujet dont on va parler, Génération offensée, de la police de la culture à la police de la pensée. C'est chez Grasset. Thomas Snegarov, vous publiez autre chose. Oui. Peut-être on s'en dira un mot à la fin. Il est question de toute autre chose. Il est question d'Hitler et des États-Unis. Ça convoque votre imaginaire et votre connaissance d'historien et d'historien spécialiste des États-Unis. Et c'est à ce titre-là, notamment, que vous êtes avec nous. Et donc, pour commencer, on va définir les termes. On va définir les termes avec vous, Thomas Snegarov, si vous voulez bien. Quand on parle de cancel culture, alors d'abord, comment traduit-on cancel culture en France ? Comment le traduire au mieux ? Et peut-être d'ailleurs dans la manière de le traduire, il y a déjà des éléments du débat qui va suivre. Et d'autre part, est-ce que vous pensez que la traduction telle qu'on la pense en France est la bonne traduction de cette expression ? Alors c'est une question, merci d'abord Sandrine, et bonjour à Caroline. C'est une question difficile que celle de la traduction et qui d'ailleurs nous plonge dans le sujet tout de suite, parce que le fait même d'avoir des difficultés à traduire l'expression et de l'utiliser en anglais, et en américain en particulier, nous dit à quel point cette réalité, et c'est ce que je pense, est profondément américaine. Alors on verra, puisque l'enjeu du sujet, c'est précisément de voir comment ça arrive chez nous, si ça arrive chez nous de manière dénaturée, renaturée, enfin bref, à réfléchir par rapport à notre modèle républicain. Mais la cancel culture, d'un point de vue purement de traduction mot à mot, littérale, c'est la culture de l'annulation, du bannissement. L'idée étant qu'il y a en tout cas depuis 5 à 6 ans aux États-Unis, l'émergence de ce terme pour caractériser le fait qu'on ne débat plus véritablement, mais que l'on annule du débat ceux avec lesquels on n'est pas d'accord. Et en l'occurrence, ici, la cancel culture, qui est plutôt d'ailleurs nommée ainsi par les adversaires de ce phénomène, cible en particulier, et c'est très présent dans le livre de Caroline, les campus américains ou des gens issus des minorités qui se sentiraient choqués par l'expression culturelle qui soit vient leur piquer des éléments de leur culture, soit qui viennent imposer une culture sur la leur, et qui du coup décideraient, notamment par un autre anglicisme, to name and shame, à savoir nommer et ensuite jeter en pâture sur la scène publique, jeter au pilori, comme on le faisait au Moyen-Âge depuis le XIIIe siècle, on jette au pilori, ce qui dit d'ailleurs la longueur et la profondeur de champ de ce sujet, mais de mettre en avant des figures pour ainsi qu'elles soient bannies de l'espace public, parce qu'on considère qu'elles choquent l'expression culturelle, notamment d'une minorité. Et effectivement, ça pose des tas d'enjeux, des tas de questions sur l'existence d'un débat. Je sais que sur Culture, Pascal Horry vient souvent et il a publié un bouquin sur la nation. Et dans son livre, Qu'est-ce qu'une nation ? Il exprime bien qu'une démocratie se définit par le débat. Et en l'occurrence, la cancel culture
si elle existe, en tout cas telle qu'elle est définie, marque la fin du débat et donc la fin d'une forme de discours démocratique et d'échange culturel, puisqu'on sent bien que c'est le contraire de l'échange culturel, puisque c'est l'imposition, en tout cas le rejet de l'imposition d'une culture sur une autre. Caroline Fourest, est-ce que c'est pas un peu paradoxal que cette pensée de la cancel culture, et Thomas le pointait, c'est un terme qui vient plutôt du monde de ce qu'on appelle light-right, c'est-à-dire la droite dure, la droite extrême américaine, et c'est un terme qui a été aussi emprunté par Donald Trump, de voir ce terme et la réalité qu'il recouvre nous arriver des États-Unis, qui, dans notre esprit à nous, représente le lieu où, au fond, on a posé la liberté d'expression au centre de la Constitution elle-même. Oui, déjà, bonjour à tous. Bonjour Sandrine, bonjour Thomas. C'est un terme qui est très récent en réalité. Il est stabilisé depuis très peu et il ne l'est toujours pas. Il recoupe des choses qu'on n'a pas encore complètement identifiées. On ne sait pas où commence et où s'arrête la cancel culture. Ce qu'on sait, c'est que c'est un terme qui est directement issu de l'extrême polarisation des démocraties. Et que la démocratie américaine est sans doute la plus en avance au niveau de ce phénomène. Et la dernière campagne électorale, évidemment, l'a démontré. Donc Donald Trump a utilisé le mot cancel culture pour moquer des tendances de la gauche identitaire qui l'arrangent honnêtement et qui ont plutôt d'ailleurs lui ont permis de prospérer. Mais il y a aussi un débat au sein de la gauche américaine. On l'a vu avec la lettre du magazine Harper, qui a été en partie rédigée par Thomas Chatterton Williams, qui a été signée par 150 intellectuels plutôt de gauche, où on a des noms comme Margaret Atwood ou Salman Rushdie, et qui a créé un débat très 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 vif au sein de la gauche américaine, entre ceux qui ont voulu nier le phénomène, disant non, ça n'existe pas, la cancel culture, et ceux qui au contraire disent on a un problème, on n'arrive plus au fond à avoir des débats contradictoires sur des choses qui ne relèvent vraiment de la démocratie et non pas de l'incitation à la haine, car bien sûr, c'est là où c'est compliqué de s'y repérer comme toujours. On ne pourrait pas classer, il ne faudrait pas classer dans cancel culture des campagnes de dénonciation, des name and shame, nommer et faire honte, légitimes, c'est-à-dire visant par exemple des gens dont on sait réellement que ce sont des prédateurs sexuels. Le name and shame contre le producteur Hervé Weinstein, personne ne s'en plaint. Il est certain qu'Hervé Weinstein va sans doute, on l'espère, en sortant de prison, peut-être avoir du mal à reprendre exactement la même stature qu'il avait avant. C'est une forme de cancel culture, mais on a tendance à penser que c'est peut-être une cancel culture légitime. Le débat porte sur quand est-ce que la cancel culture devient abusive et cherche au fond à faire perdre toute seconde chance, soit quelqu'un qui a déjà payé qui a purgé sa peine de prison, soit par quelqu'un qui n'a jamais été condamné et que l'on condamne sur la base de rumeurs d'être raciste, rumeurs d'être misogyne, rumeurs peut-être d'être un violeur, c'est-à-dire au nom des idéologies qui sont les plus nobles aujourd'hui, que sont l'antiracisme et le féminisme, il y a parfois des campagnes en annulation qui sont en réalité des règlements de compte qui veulent faire disparaître des gens qui ont simplement des nuances. Et on l'a vu venir en France, alors quand j'ai sorti Génération Offensée, on me disait « mais non, ça n'existe pas en France, ça ne viendra jamais chez nous ». Je disais « non, on résiste mieux, mais regardez, tous les signaux sont là et si vous les accumulez, ça fait un vrai phénomène ». Par exemple, on a déjà eu beaucoup d'attaques dans les universités contre des intellectuels, que ce soit Mohamed Sifawi, que ce soit Sylviane Agacinski, avec qui j'ai des désaccords, par exemple. Enfin, je pense qu'elle a tout à fait le droit d'exprimer ses positions dans une université. Je l'ai vécu moi-même à l'Université libre de Bruxelles ou à les Fêtes de l'Humanité, c'est-à-dire des gens qui ne veulent même plus entendre une autre façon d'être féministe, une autre façon d'être antiraciste. C'est là peut-être que commence la cancel culture abusive. Merci Caroline. Alors on parle effectivement de phénomènes qui se focalisent, on dirait, dans l'univers culturel au sens large, dans la presse. Aux États-Unis, un certain nombre d'affaires ont eu lieu qui concernaient en particulier les pages opinion du New York Times, et je renvoie sur l'interview extrêmement intéressante de l'adjointe du directeur remercié des pages opinion du New York Times, qui est une jeune femme qui a quitté volontairement le New York Times parce qu'elle considérait qu'elle ne pouvait plus faire son travail. Donc ça concerne la presse, ça concerne l'université. Sur quel sujet cela se focaliserait-il ?
Thomas, comment est-ce que vous définiriez ce mouvement et est-ce qu'il est complètement interne au monde de la culture ? C'est intéressant ce que dit Caroline parce que on voit bien que c'est en fait un sujet qui semble être réservé à la gauche, à l'intérieur de la gauche. C'est-à-dire que on a complètement omis l'idée que la cancel culture, d'un point de vue historique, elle a aussi concerné évidemment la droite. On a brûlé des livres, on a interdit la culture. Mais aujourd'hui, effectivement, on a le sentiment que c'est plus grave encore parce que ça vient toucher des valeurs de gauche et dans les valeurs que Caroline évoquait, qui sont très justes, qui sont celles du féminisme, de l'antiracisme, éventuellement même aussi de l'antisémitisme. C'est des choses qui traversent la gauche aujourd'hui et dans lesquelles on voit bien qu'il y a des lignes de clivage, mais qui, encore une fois, je trouve que c'est assez frappant de voir que c'est au sein de la gauche que ces débats sont là, parce que ça traduit aussi à quel point, tout à l'heure Caroline a commencé en disant la polarisation des sociétés, la polarisation des démocraties, mais en fait c'est la polarisation au sein de la gauche que ça interroge, moi je trouve davantage encore, à quel point vous avez aujourd'hui pratiquement deux gauches qui semblent ne plus pouvoir s'entendre parce que leurs objectifs, leurs moyens, leurs combats sont différents. Et aujourd'hui effectivement il y a un vrai courant qu'en France, moi je ne suis pas spécialiste du tout du sujet, donc que je vois pas nécessairement en France, mais qui aux États-Unis existe réellement, qui s'appuie en fait, qui s'appuie sur le domaine quand même de la culture, parce que c'est un sujet économique, un sujet politique, mais d'abord culturel. Et il y a une notion qui est extraordinairement forte et qui s'est imposée aux États-Unis, notamment sur les campus, c'est la question de l'appropriation culturelle. Et ça vient en général des minorités qui considèrent que désormais ça suffit, qu'on ne peut pas nier leur existence de minorité et que la culture dominante qui, au nom des valeurs d'échange culturel, vient en fait imposer et piller la culture des minorités, leur laissant que leurs yeux pour pleurer, ça suffit et donc une radicalité s'impose. Il y a un film qui est extraordinaire qui s'appelle Get Out, je ne sais pas si vous l'avez vu Sandrine. Mais absolument. Mais Get Out, c'est pousser jusqu'à son terme la logique de l'appropriation culturelle, puisque vous avez, alors là c'est les blancs et des noirs, mais les blancs qui viennent piller le corps et les qualités des noirs pour se les approprier complètement. Et donc il y a une réaction des noirs à cet égard. Et je trouve c'est intéressant de voir effectivement que c'est dans le domaine culturel parce que c'est vraiment là que l'appropriation se joue le plus fortement. Si jamais on avait des doutes sur le fait que le domaine culturel est aussi, et peut-être avant politique, tout, un domaine de la politique, juste pour que les gens qui nous écoutent, qui nous regardent, puissent s'y reporter, la tribune que vous mentionniez, Caroline, avait paru dans l'Harper's Bazaar le 7 août, a été traduite en France dans le journal Le Monde, on peut s'y référer. Et c'est là qu'on se rend compte que l'affaire est encore plus compliquée que ce qu'on peut penser, puisque parmi les signataires, il y a Kamel Daoud, il y a Thomas Chatterton que vous citiez, Caroline, il y a Noam Chomsky. Voilà, Caroline, absolument. Et l'interview dont je parlais, l'interview de cette jeune femme du New York Times qui s'appelle Barry Weiss, est aussi une jeune femme qui fait partie, à certains égards, d'une minorité. Et donc, en fait, au sein des minorités, il y a des lignes de clivage. Et alors, ce serait intéressant maintenant d'essayer de voir avec vous, Caroline, quelles sont ces lignes de clivage qui vont diviser aussi entre membres des minorités. Qu'est-ce qui différencie effectivement ce qui apparaît comme une fracture politique au sein des gauches occidentales? Déjà, pour situer, comme le disait Thomas, ce débat au sein de la gauche, c'est parce que on ne va pas mettre dans cancel culture tout ce qui est tentative, je dirais, de limogeage, de boycott, des campagnes de censure habituelles. Parce qu'à ce moment-là, tout serait cancel culture. Quand, par exemple, la droite religieuse américaine, mais elle n'est pas la seule, fait campagne contre le très beau film Mignonne pour qu'il soit boycotté sur Netflix, c'est une tentative de faire disparaître ce film par le boycott, mais ça c'est assez classique. Ça a toujours existé. Ce qui n'a pas toujours existé, d'abord, c'est l'accélération de ces phénomènes, évidemment par les réseaux sociaux, et c'est qu'effectivement, ces phénomènes de demande de censure surgissent de la gauche. Et c'est là qu'on a un nouveau terme qui dit quelque chose de nouveau, c'est quand ces demandes de censure surgissent au sein de la gauche et souvent visent une autre partie de la gauche. Toutes les campagnes, par exemple, contre l'appropriation culturelle dont je parle dans Génération Offensée, visent quasiment des artistes antiracistes. Elles cherchent à faire éteindre une peintre qui a voulu rendre hommage, qui a voulu dénoncer le racisme anti-noir, mais dont on demande qu'on enlève sa peinture open casquette parce qu'elle est blanche.
C'est des installations qui dénoncent le massacre des Amérindiens. Ce sont des pièces comme Les Suppliantes qui cherchent, au contraire, à la Paris-Sorbonne, à essayer d'ouvrir l'esprit vis-à-vis des migrants. Et ce sont ces pièces-là, ce sont ces artistes-là qui sont attaqués, soit au titre de l'appropriation culturelle, soit parce qu'ils sont traités, ils sont jugés illégitimes à créer, à parler et à s'exprimer en raison de leur couleur de peau ou de leur identité par une autre gauche que j'appelle la gauche identitaire, mais que Marc Lilla aux États-Unis appelle aussi la gauche identitaire. On est plusieurs à utiliser désormais ce terme pour essayer de montrer justement quelle est cette fracture entre une gauche qui fait passer l'identité avant le débat d'idées et qui juge le débat d'idées au regard de ce prisme identitariste, et la gauche, qu'on peut dire la gauche universelle, la gauche plus universaliste, mais qui regroupe aussi, pour qu'il n'y ait pas de malentendu sur ce terme, c'est pas la gauche normative, c'est pas la gauche qui cherche à maintenir les dominations et la hiérarchie des identités, c'est une gauche qui est souvent animée par des minorités, aussi par des artistes, par des intellectuels qui peuvent être homo, juifs, métis, noirs, tout, mais qui simplement ne supportent plus que l'on décide qui a le droit de parler en fonction d'identité et qui voudrait qu'on puisse continuer à avoir des débats, y compris des débats vifs, sans être forcément traité de quelqu'un de phobique. Je fais partie je viens du militantisme contre l'homophobie. Je suis évidemment allergique à toute forme d'homophobie, de transphobie, d'antisémitisme, de racisme. Mais le problème commence lorsqu'on considère que quelqu'un est forcément soit transphobe, soit homophobe, soit antisémite, soit raciste, quand il exprime en réalité simplement une nuance sur le moyen, la meilleure méthode pour faire avancer l'égalité. Et comme on vit dans un monde extrêmement simplificateur, extrêmement émotif, où la moindre émotion, le moindre malentendu peut prendre feu sur les réseaux, et où le moindre polémique est totalement décontextualisé, c'est au fond cette articulation entre un identitarisme extrêmement invasif, l'extrême polarisation et la facilité avec laquelle on peut polémiquer grâce aux réseaux sociaux qui, à mon avis, crée la flambée de la cancel culture. Mais alors, dans ces cas-là, j'ai deux questions pseudo-naïves pour vous deux. La première, c'est est-ce qu'il s'agit d'une fracture idéologique ou est-ce que c'est une question de curseur ? Et d'autre part, et ceci est lié à cela, est-ce que si cela témoigne d'une hypersensibilisation d'une partie de la jeunesse aux questions que vous venez d'évoquer, Caroline, touchant à l'homophobie, au racisme, à l'antisémitisme, voire au sexisme, est-ce que quand même cette hypersensibilisation, c'est-à-dire cette sensibilisation à ces thèmes, n'est pas une bonne nouvelle tout de même du point de vue de la conscience politique des nouvelles générations? Et simplement, le curseur les amènerait, mais ça peut avoir un rapport avec la jeunesse aussi, à radicaliser une position que finalement, avec le temps, ils sauront relativiser. Vous savez, notre ami et maître Jean-Noël Jeannet dit toujours qu'on exagère sans cesse le caractère inédit des choses. Voilà. Est-ce qu'on ne peut pas considérer qu'en réalité, c'est une question de curseur et que ça reviendra à un curseur plus raisonnable? Juste Caroline, un mot, et après je te donne la parole. Moi j'ai quand même le sentiment que le curseur a bien bougé, qu'on parlait des moyens, les moyens sont très différents, mais surtout que c'est né de la prise en compte par cette nouvelle radicalité de gauche que les discours d'échange culturel en fait masquaient une domination et empêchaient la réalisation des idéaux de gauche. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'ils partent d'un constat. Ce n'est pas du tout une espèce de d'éruption purement radicale, un peu immature et qui manque de culture. Je pense qu'il y a quand même très clairement aussi le sentiment que, en réalité, ce discours de gauche universaliste a laissé de côté des tas d'éléments culturels et que ça a caché une forme de domination. Et donc on est encore une fois sur des thèmes très bourdieusiens de la domination, et que cette domination dans le champ culturel, elle s'est opérée à travers un discours universel qu'ils ne peuvent plus entendre. Parce que ce discours universel qu'ils entendent en permanence, en réalité, n'a pas permis l'existence réelle de l'égalité. Oui, mais est-ce que c'est complètement faux? Caroline, c'est pas complètement vrai. Pardon, si je peux répondre, c'est pas complètement vrai, puisque comme j'appartiens à la génération qui s'est justement opposée à des intellectuels, notamment sur le combat pour le Pax,
On avait face à nous des intellectuels qui, au nom de l'universel, ne voulaient pas de l'égalité entre les couples et entre les familles. Et il se trouve qu'en 15 ans, ces droits ont avancé, ces discriminations, dont je rappelle que celles-là étaient bien des discriminations d'État, puisque c'était bien l'État, la République française, qui empêchait aux couples homosexuels d'avoir la même protection juridique que les autres couples, ces discriminations ont reculé. Et donc l'universel s'est enrichi de la véritable promesse d'égalité en droit. L'égalité, dans la réalité, reste une ambition à atteindre. Personne ne peut croire qu'elle sera atteinte parfaitement et par le droit. C'est un combat culturel. Donc on n'est plus à cette étape-là. L'étape dans laquelle on est, j'aurais envie de croire, les jours où je suis optimiste, j'ai envie de croire que c'est une phase de radicalité qui va finir par retrouver, au fond, une forme de nuance et qui va pouvoir faire la part des choses quand les émotions seront un peu passées. Le problème, ça c'est les jours où je suis moins optimiste, c'est qu'en réalité, cette posture n'est pas qu'une posture émotive ou qu'une posture de jeunesse. C'est une posture théorique extrêmement travaillée, extrêmement encouragée, théorisée par des filières universitaires. Des filières universitaires qui souvent sont en liaison avec les universités américaines, les centres de recherche américains ou canadiens, mais pas seulement. On le voit à Paris 1, on le voit à Paris 8, on le voit à l'École normale supérieure, on le voit dans beaucoup de cercles universitaires français. Les enseignants... Vous incriminez, vous aussi, les filières de sciences humaines et sociales. On a beaucoup parlé ces derniers temps des remarques de Jean-Michel Blanquer. On n'a pas le droit de critiquer les sciences humaines. J'ai un diplôme de l'école des hautes études en sciences sociales. Ici, on a le droit de tout, Caroline. C'est juste une question. Mais alors, je vais juste aller au bout de ma précision. Je n'incrimine pas du tout les sciences humaines. Je dis qu'au sein de ces universités, il y a des études décoloniales, des études de genre, où les enseignants réellement poussent leurs élèves dans cette vision identitariste de la gauche radicale. Et vraiment, il y a aujourd'hui, j'ai eu encore un débat il n'y a pas longtemps avec une jeune militante du mouvement des colleuses. Réellement, on peut voir l'impact de ce qu'on leur a enseigné à l'université, où on comprend qu'on ne peut plus aborder la question féministe sans presque la seconder à la question coloniale, où les questions prioritaires, par exemple, aujourd'hui, au sein du nouveau féminisme, c'est beaucoup plus de défendre le voile contre d'autres féministes qui ont osé mettre en doute le fait que c'était un symbole de libération et d'égalité. C'est la question de la transphobie qui a toujours été dans mes combats, sauf que si c'est pour exclure des féministes qui ont eu des propos maladroits qu'on peut contester, avec lesquels je ne suis pas toujours d'accord, mais de les réduire à être des êtres diaboliques, machiavéliques, qu'il ne faut plus du tout écouter dans le féminisme, c'est quand même très violent. Et c'est la question de la prostitution et de la défense, parfois même du système prostitutionnel. Si c'est ça les priorités, et si lorsque d'autres féministes, et c'est pareil sur l'antiracisme, ont des nuances par rapport à ça, pense par exemple que le combat pour le voile, la prostitution ne sont pas forcément les deux priorités absolues du féminisme mondial aujourd'hui. Si on subit pour ça des campagnes en annulation, et c'est vraiment ce qui se passe, de la part d'étudiants qui, en plus, appliquent à la lettre une façon de voir le monde qui est celle de leurs professeurs, là, le problème est beaucoup plus sérieux que simplement une émotion passagère, conjoncturelle ou liée à la question de la radicalité de la jeunesse. On est devant vraiment quelque chose de très théorisé qui pose question. Thomas Negaroff. Qui pose question et qui peut-être pose tout simplement la question de la définition d'être de gauche. Ça pose peut-être plus largement cette question-là. Peut-être qu'il faut faire le deuil de ce clivage gauche-droite et du coup de se dire, mon Dieu, la famille de la gauche est divisée, et que peut-être que finalement ces moyens-là sont tellement puissamment différents qu'ils traduisent des finalités elles-mêmes différentes et que l'égalité n'est pas forcément la finalité partagée. J'aimerais juste faire un aller-retour, un petit passage historique. Aux États-Unis à nouveau, parce que j'ai pas mal travaillé sur la question raciale aux États-Unis dans les années 50 et 60, et je trouve que c'est très intéressant par rapport à ce qu'on est en train de raconter sur cette question de la cancel culture, et peut-être sur la perception d'une partie des minorités de ce que je disais tout à l'heure, à savoir d'une forme peut-être de myopie de la part des défenseurs, des tenants d'une lutte pour l'égalité réelle, et qui masquait peut-être autre chose. Dans les années 60, j'ai travaillé sur Little Rock. Il y avait un quartier, une rue, qui était la 57e rue, qui était une rue... Vous nous racontiez où c'est. Oui, en Little Rock, dans l'Arkansas. Il y avait une rue, la 9e rue, qui était la rue, le Harlem de Little Rock, qui était une rue très importante où vivait la communauté africaine-américaine. On l'appelait le Harlem de Little Rock. Donc c'était vraiment le lieu où on se promenait, on allait chez le médecin, où on vivait, etc. Il y avait des églises noires. Et puis, dans les années 50 et 60, Eisenhower et ses successeurs ont inventé un grand programme d'autoroute urbaine qu'on connaît aujourd'hui. Et il y a eu une mobilisation extraordinaire
de toute la gauche américaine, plutôt cultivée, universitaire, plutôt blanche, qui a réussi à lutter pour empêcher que les autoroutes urbaines traversent leur quartier, défigurent des universités, etc. À Cambridge, par exemple, à côté où il y a Harvard, l'autoroute devait passer là. Et ils sont mobilisés. Là où les minorités n'ont pas su se mobiliser. Et aujourd'hui encore, quand vous lisez la littérature sur le sujet, vous avez cette gauche-là qui se souvient de ce mouvement de lutte vainqueur contre l'État qui voulait imposer des autoroutes contre les républicains. Et c'est un mouvement hippie extraordinaire. Ils ont l'impression d'avoir gagné la bataille. Sauf que les autoroutes ont toutes été déplacées grâce à ce combat. Où ça? En éventrant les quartiers noirs. Et précisément, à Little Rock, la 9e rue a disparu avec une autoroute urbaine qui traverse aujourd'hui. Et c'est pareil dans plein de villes, minorités africaines, américaines et minorités hispaniques aussi. Et c'est intéressant, je trouve, parce qu'aujourd'hui, vous avez deux récits d'un même événement. Le récit d'une gauche américaine qu'incarnerait plutôt Caroline ici, sans vouloir évidemment la mettre là-dedans, mais qui aurait l'impression d'avoir gagné un combat très important à l'époque. Et c'est vrai, en omettant aussi que ça a fait des victimes par ailleurs. Mais Caroline, tu n'es pas celle-là. En omettant je crois pas que le Pax ait écrasé qui que ce soit. Non, et alors du coup, non, mais en tout cas, il y a toute une histoire qui a disparu complètement et que certains aujourd'hui essaient de faire vivre. Donc c'est intéressant parce que la cancel culture, c'est pas que de la cancel culture, c'est aussi le désir de faire émerger une autre culture. Et c'est peut-être ça, je pense, qui fragilise le concept de cancel culture. C'est que la cancel culture n'est que souvent définie comme une culture de l'anéantissement, du bannissement, alors que c'est aussi, tout de même, si on veut un peu la défendre, peut-être pas dans l'expression, mais la volonté de faire entendre, de faire exister une culture oubliée. C'est notamment tous les débats autour des statues déboulonnées. C'est ça, parce que en fait, on a bien envie quand même de comprendre pourquoi un mouvement, qu'il soit culturel, idéologique, etc., à un moment émerge et pourquoi il trouve un certain écho. Alors, si je continue à me faire, pour le coup, l'avocat du diable, non pas qu'il soit le diable dans mon esprit, mais compte tenu de votre relatif accord à tous les deux, est-ce que tout de même, l'émergence de ce mouvement, y compris dans ces extrémités trop radicales, et je mets entre parenthèses la possible influence de professeurs sur les étudiants, mais après tout, quand on a 20 ans, 21, 25 ans, en fait, on est un adulte et on commence à avoir un système de pensée qui vous est propre. Est-ce que ce mouvement n'émerge pas parce qu'effectivement, un rapport de force, d'influence, de pouvoir a eu lieu pendant quand même extrêmement longtemps et qu'il y avait des tapis à soulever et quand même beaucoup de poussière à examiner. Caroline. Oui, mais là, j'ai l'impression qu'on dérive d'un débat sur la cancel culture à la question d'antiracisme en général. Donc, si vous voulez, qu'il y ait des mouvements. Si je rebondis sur ce que disait Thomas sur l'exemple des statues, parce que là, c'est vraiment un exemple intéressant. Qu'aux États-Unis, et notamment dans le sud des États-Unis, où il n'y a quasiment pas de statues qui célèbrent les héros du mouvement des droits civils, qui célèbrent la diversité des héros des luttes pour l'émancipation et pour l'égalité, et où il y a par contre une surreprésentation absolument étouffante de statues de héros du sud esclavagiste, il est tout à fait normal que des mouvements antiracistes, et en général tous ceux attachés en fait à l'égalité et même tous ceux qui devraient être attachés à l'histoire de ce pays, cherchent à recomposer le paysage des représentations. Personnellement, mais ça c'est une question de débat sur la méthode, je préférais que ça passe par des votes, des pétitions, quelque chose d'un processus démocratique qui, cité après cité, ville après ville, cherche à proposer des nouvelles statuts et lesquelles peuvent être retirées. Je pense qu'on est dans une situation un peu différente en France. Et c'est le problème aussi, c'est qu'on a souvent ces débats comme si nous vivions dans les mêmes contextes. En France, quand il y a des extrémistes qui veulent déboulonner des statuts, parce que déboulonner de force sans passer par la consultation civique, ça reste une extrémité, ils s'attaquent à Victor Schœlcher. C'est pas exactement pareil que de s'attaquer aux confédérés dans le sud des États-Unis, réellement. Et là, pour le coup, ça c'est un débat au sein de l'antiracisme qu'on peut entendre. La frustration des minorités face au fait que le racisme persiste. Alors vraiment, je ne pense pas. Je viens de ce combat-là. Je viens de cette gauche-là qui engueulait il y a 20 ans la gauche marxiste, qui nous expliquait que tous ces débats étaient secondaires et qu'ils devaient attendre parce que c'était plus important de s'attaquer aux inégalités économiques et sociales. J'ai l'impression que 20 ans plus tard,
on est presque dans l'excès inverse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une tentation et une facilité du politique à considérer ces débats comme étant l'essentiel, parce que ça leur permet une forme, notamment aux États-Unis, de clientélisme groupe par groupe, et que parfois ça permet de masquer qu'au fond, on n'a plus autant d'ambition, mais ça n'est pas une valeur absolue, parce que l'Obamacare a existé, parce que Bernie Sanders a proposé des positions justement assez radicales, économiques et sociales, qu'on n'avait pas entendues à gauche depuis très longtemps. Mais il y a une tentation quand même à ce que des fois ces débats recouvrent la nécessaire lutte aussi et extrêmement urgente contre les inégalités économiques et sociales qui fait le jeu d'un Donald Trump quand il s'adresse aux classes blanches défavorisées, déclassées, qui ont, elles, l'impression qu'on ne leur parle plus. Mais ça, encore une fois, je ne crois pas que le débat sur la façon d'être entendu sur l'égalité se situe entre des gens qui souffrent et des gens qui n'entendent pas la souffrance des autres, puisqu'il se situe, ce débat, en réalité, entre minorités aussi. Et qu'aujourd'hui, quand on parle de cancel culture, on ne parle pas de campagne contre des chaînes, contre des plateaux qui inciteraient à la haine continue. On ne parle pas de campagne contre éditorialistes ou des polémistes qui vraiment sont des éditorialistes de la haine. On parle de campagne à l'intérieur, effectivement, de mouvements pour l'égalité qui visent à annuler, comme si c'était des monstres et comme si c'était des personnages d'extrême droite, des féministes et des antiracistes. Donc c'est bien là, pour moi, la définition de la cancel culture. C'est là où l'abus est illégitime et ne relève pas du name and shame antiraciste ou féministe dans lequel on pourrait tous se retrouver. On a bien entendu. Alors, avant de vous demander ensuite, pour conclure vraiment en 3 mots, si vous avez envie, alors que vous n'ayez pas envie de l'importer en France, la cancel culture, on l'aura bien compris, mais est-ce que vous avez envie d'en importer même le terme? Je vous poserai la question, mais avant juste, les questions sont arrivées un peu tard sur la tablette, mais je vous les pose et puis comme on n'a pas le temps de répondre aux 3, mais qu'en fait elles se recoupent, vous pourrez répondre brièvement. Une première personne a demandé: si la cancel culture existe vraiment, comment se fait-il que les personnes qui se disent cancelées ont encore un accès massif aux plus hautes sphères médiatiques? La deuxième, qui y ressemble: pourquoi parler de cancel culture quand tous ceux qui sont les plus médiatisés et invités à en parler sont justement ceux qui seraient bannis et censurés par cette dite culture abusive? Et la troisième: pourquoi les critiques venant de communautés directement concernées par les sujets abordés ne sont-elles prises qu'uniquement sous la forme de censure et cancel culture? Pourquoi ne sont-elles pas discutées? L'hypersensibilité ne viendrait-elle justement pas de ceux qui crient justement à la cancel culture, dont vous? D'abord dire que personne ne criait à la cancel culture, puisqu'en l'occurrence c'est bien un débat qui a été voulu et organisé par Média en scène, mais on comprend bien l'esprit de ces trois remarques. Est-ce que vous avez envie d'y répondre, Caroline, et peut-être de nous dire si vous avez envie d'utiliser ce terme de cancel culture, ou est-ce qu'il vous paraît lui-même pris dans un tissu idéologique qui vous amènerait à le rejeter? Caroline, et puis ensuite Thomas. Je ne l'ai pas utilisé dans Génération Offensée, mais de fait, il est tellement maintenant présent. On ne choisit pas toujours les termes du débat, on peut essayer de les renégocier, mais honnêtement, j'ai l'impression que ça y est, le terme, nous l'avons apporté malgré nous, nous ne l'avons pas choisi. Ensuite, merci de remarquer que personne ne crie, on essaie d'analyser des campagnes de harcèlement, d'intimidation, de menaces, parce que ce qui surprend peut-être ceux qui en sont déçus, c'est qu'effectivement, les figures les plus médiatiques peuvent analyser et continuer à parler parce qu'elles peuvent résister à ces campagnes. Elles ont les moyens, grâce à leur travail, c'est pas quelque chose qui tombe du ciel, grâce à leur travail et peut-être un petit peu d'entêtement, elles ont les moyens de résister à ces campagnes extrêmement violentes. Mais c'est exactement l'argument qui a été en fait employé contre les signataires de la lettre du magazine Harper. Pourquoi, vous qui êtes des gens connus, que ce soit Salman Rushdie, que ce soit Kamel Daoud ou Thomas Chatterton-Williams, vous permettez de parler de cancel culture puisque vous pouvez parler. Alors, je tiens à préciser que Salman Rushdie peut continuer à parler et qu'il est toujours médiatisé, mais qu'il a quand même vécu 30 ans d'enfer et que ça continue. Quand, encore une fois, Mohamed Sifawi ne peut plus tenir de conférence à la Sorbonne parce que des étudiants physiquement menacent d'envahir l'amphithéâtre et obtiennent l'annulation de sa conférence, quand
personnellement, j'ai aussi subi des assauts physiques qui ont fait que je n'ai pas pu faire des conférences contre l'extrême droite. Vous le racontez dans votre livre, à cause de l'assaut de ces militants. Et je ne parle pas des chaînes d'injures, de diffamation constantes sur les réseaux. Donc, face à ça, il y a des gens qui peuvent résister et tenir parce que leur travail, leur livre, ce qu'ils produisent est là pour démontrer que ces campagnes sont vraiment d'une brutalité totalement disproportionnée. Et il y a ceux qui sont effacés, que vous n'entendez plus, et qui ont réellement sont invisibilisés, sont silenciés. Je veux dire, je peux avoir des désaccords avec ce qu'a écrit par exemple la fondatrice, celle qui a imaginé le mouvement des colleuses, Marguerite Stern, qui vient des Femen, qui a fait un trade sur le transactivisme. Encore une fois, je pense que toute personne qu'on peut changer de sexe, que même la performance de genre peut être qualifiée d'être une femme. Mais par contre, je ne pense que la violence qui s'est abattue sur cette jeune activiste et militante féministe pour un désaccord et des termes qui peut-être ont blessé des gens, mais qui ne lui ont laissé aucune chance, parce que c'est des menaces de mort ensuite qu'on reçoit. C'est des menaces de mort qu'elle a reçues. Et le fait d'être aussi facilement exclue entre féministes sur un débat certes sensible, qui peut blesser des gens encore une fois, mais qui reste un débat légitime. Je vous donne juste un exemple. Quand je suis allée donner des cours, on me fait des grands signes. Je vous écoute. Quand je suis allée donner des cours aux États-Unis, une jeune lesbienne est venue vers moi dans une faculté qui était entre femmes, que réservée aux femmes, et qui m'a dit « J'ai été virée de mon dortoir parce que j'ai eu un débat sur est-ce qu'il n'était pas un peu trop tôt à 9 ans pour changer de sexe ?» Et sa copine de dortoir s'est sentie insécurisée par cette remarque, a demandé à l'exclure. Je veux dire, il faut qu'on puisse avoir des débats entre féministes et antiracistes sans se traiter de fascistes, sans être menacés de mort. Et effectivement, j'en suis désolée pour ceux que ça choque, heureusement, il y a des gens qui peuvent continuer à parler, même s'ils sont traités de fascistes et même s'ils sont menacés de mort. Parce qu'effectivement, il y a des gens souvent des gens qui sont dans le débat, aiment le débat. Et donc, à partir du moment où ils aiment le débat, ils n'aiment pas trop la cancel culture. Merci Caroline. Un mot de conclusion du côté de Thomas. On m'en dit 30 secondes de plus parce qu'on a démarré en retard. Sandrine et Thomas, vous savez ce que c'est que la radio, oui, même si là c'est de la vidéo. Je sais bien. L'heure, c'est l'heure. Thomas, un mot de conclusion. Juste un mot. On s'est beaucoup focalisé à la fin sur les personnes, mais c'est aussi la disparition du débat qui pose un problème. C'est pas uniquement les gens qui peuvent être menacés de mort ou qui peuvent continuer à parler ou pas. C'est aussi l'autocensure, le fait que des débats disparaissent de notre champ. Et effectivement, on peut faire l'éloge de la nuance. Je crois que c'est important ici à Radio France et ici à Média en Scène en particulier avec Caroline et avec Sandrine. Mais c'est évidemment pour ça que nous sommes à cet endroit-là. Merci infiniment. Caroline, je rappelle, Caroline Forest, que vous publiez Génération offensée de la police de la culture à la police de la pensée. C'est chez Grasset et mentionné le très bon livre de Thomas Negaroff, un portrait, un récit entre le roman, le récit, le livre d'histoire. Puzzi, le pianiste d'Hitler. On est entre l'Allemagne nazie et les États-Unis. Et chez Gallimard, merci à vous deux et merci à Média en Scène pour les 40 secondes que nous avons réussi à grappiller. 40 secondes. Merci Sandrine Trainer, merci pour ce débat passionnant.